Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h43, le petit déjeuner politique d'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Patrick Roger. Un mot de la tempête Ciara. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan d'éventuels dégâts ce matin ? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a 130 000 foyers privés d'électricité, essentiellement dans le nord et dans l'est. Et puis, on a de la circulation ferroviaire interrompue, à la fois le RERC et puis des TER dans le nord. Pas de bilan définitif, bien sûr, d'autant plus que ça continue à souffler. Je rappelle qu'on a encore plus de 30 départements en vigilance, donc j'appelle vraiment à ce que tout le monde fasse bien attention. Alors, cette semaine est placée sous le signe de l'écologie par Emmanuel Macron, avec un conseil de défense écologique mercredi et puis une visite au Mont-Blanc jeudi à laquelle vous allez participer. Est-ce que le président n'est pas un peu en retard ? Parce que selon Yannick Jadot, Emmanuel Macron a reculé sur le climat, la transition énergétique et les pesticides. Qu'est-ce que vous lui répondez à Yannick Jadot ? Il y avait d'autres priorités, c'est ça ? Je ne crois pas du tout que le président soit en retard. Ce déplacement, c'est l'occasion de parler à la fois globalement des enjeux du réchauffement climatique et de la biodiversité, parce que quand on est au Mont-Blanc, face à la mer de glace, on a vraiment concrètement sous les yeux les glaciers qui fondent et qui reculent et le changement climatique. Et puis, c'est l'occasion aussi de parler de la protection du sommet du Mont-Blanc, puisque le président de la République avait été interpellé par le maire de Saint-Gervais sur ce sujet, et donc ça va permettre de mieux protéger ce qui est en fait un site d'exception. Oui, mais alors comment le protéger ? Il y a trop de touristes, justement, il va falloir réglementer un petit peu les choses, quoi. Ça sera discuté sur place dans la semaine, mais en tout cas, l'enjeu, c'est de protéger notre patrimoine naturel. Et puis sur la lutte contre le réchauffement climatique, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'on recule. L'année dernière, en 2018, on a eu la première baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On est en train de travailler sur les émissions des voitures, sur la rénovation du bâtiment. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on avance. On a pris les choses à bras-le-corps. Moi, je suis en charge de la fermeture des 4 dernières centrales électriques à charbon. Dans un instant, ça fait 4 millions de voitures. On les ferme d'ici à 2022. Donc, on peut toujours se lancer dans des grands anathèmes, mais en réalité, on est au travail. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont inquiets en se disant on ferme des centrales, on prend en fait un tas de mesures. Comment on va financer en fait tout ça et le remplacement, c'est-à-dire qu'on va rajouter un certain nombre de taxes. Est-ce que vous répondez à ceux qui sont plutôt sceptiques, pas forcément climato-sceptiques, mais qui sont sceptiques quant aux mesures que l'on pourrait prendre pour la protection de l'environnement ? Alors pour les centrales à charbon, en fait, on investit, puisqu'on va aider ces territoires à trouver d'autres activités économiques. Et bien sûr, on va accompagner les salariés parce que ce sont des salariés qui vont devoir changer d'emploi. Plus globalement, la manière dont on travaille, c'est à la fois de l'incitation et de la sensibilisation pour aider chacun à changer de comportement. Et puis parfois des normes, c'est vrai sur les voitures. Les normes européennes sur les voitures se sont beaucoup durcies. Et en ce qui concerne la taxation, on a tous appris de l'épisode de la taxe carbone. Et donc il n'y a pas de projet de taxation nouvelle sur le bureau du gouvernement. Oui, parce que ça, c'est l'inquiétude qu'il peut y avoir de la part de certains, bien sûr. Et puis, taxe carbone, elle a quand même beaucoup marqué le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, elle a aussi orienté ce qu'on a appelé l'acte 2 du quinquennat, c'est-à-dire une attention plus forte au territoire, au mode de déplacement, une vigilance sur les sujets sociaux. C'était aussi l'augmentation de la prime d'activité, la baisse de l'impôt sur le revenu. Donc on a entendu ce message-là. Oui, donc Yannick Jadot, pour vous, il est dans une forme de posture finalement, parce qu'il y a les municipales qui approchent, c'est ça ou pas ? Pour moi, Yannick Jadot, il est dans une critique systématique. Son point, c'est d'essayer de convaincre que seul son mouvement peut porter une vision écolo. Et je crois que ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on fait aussi beaucoup d'écologie territoriale avec beaucoup d'élus, quelle que soit leur couleur politique. Moi, j'accompagne 80 territoires qui sont des espaces, en gros, qui sont des intercommunalités, donc entre 50 000 et 300 000 habitants, dans lesquels on a des projets de développement écologique. On investit presque 1,5 milliard d'euros. C'est très concret, ce sont des villes de taille moyenne, c'est Vendôme, c'est Grasse, c'est Rochefort, ce sont les Monts du Lyonnais, c'est la Sambre-Avesnois. Et à chaque fois, on invente un projet de développement écologique autour des énergies renouvelables, de l'agriculture de proximité, de l'économie circulaire. Donc c'est tout à fait possible. Oui, parce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir une vague verte aux prochaines municipales ? Pour moi,
aucun candidat au municipal ne sera élu s'il n'a pas des éléments de transformation écologique dans son programme. Ouais. C'est Même si c'est gadget pour certains, non? C'est pas forcément gadget, et d'ailleurs j'espère bien que ceux qui seront élus n'auront pas des mesures gadget, mais enfin un candidat qui arrivera en disant moi ça m'intéresse pas du tout, je ne vois pas comment l'élection est possible. En revanche, il faut que ce soit dans un programme global avec une cohérence, une vision pour sa ville, une vision économique, une vision de sécurité, une vision de propreté, une vision de transformation des transports, une vision de transformation de l'alimentation. Et donc, je pense que c'est là-dessus, sur la cohérence et sur la crédibilité, que les électeurs jugeront. Alors, à quoi va servir concrètement votre conseil de défense écologique là, qui va se tenir mercredi? Le conseil de défense écologique, il a pour objectif de permettre de prendre des décisions sur les sujets écologiques. Donc je ne peux pas vous dévoiler l'ordre du jour de celui de cette semaine, mais ça permet de remonter... C'est quoi un conseil de défense écologique? On a l'impression qu'on est attaqué, qu'on est agressé, en quelque sorte, quoi, non? En fait, un conseil de défense écologique, c'est tout le gouvernement ou tous les ministres concernés qui se réunissent sous la présidence du président de la République pour accélérer les décisions en matière écologique. Ouais, c'est la raison pour laquelle, lors des derniers conseils de défense écologique, par exemple, on a annoncé, le président de la République a validé l'arrêt du projet Montagne d'Or en Guyane ou l'arrêt d'Europa City en Île-de-France. Mais c'est aussi un moment où on donne de grandes orientations pour la suite. Par exemple, la dernière fois, on a annoncé un plan d'ampleur pour réhabiliter les friches industrielles, qui sont évidemment à la fois des verrues à l'intérieur des villes, et puis aussi à chaque fois qu'on réhabilite une friche, ça évite d'aller consommer de la terre agricole, des espaces naturels, etc. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va décider cette semaine, mais c'est sous l'égide du président une sorte d'accélérateur des politiques écologiques. Oui, actuellement, dans les différentes villes, on voit qu'il y a quand même une densité de plus en plus forte de construction qui a été permise aussi par Emmanuel Macron, et donc notamment sur des friches. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier avec des espaces verts, davantage d'espaces verts? Parce que là, il y a une contradiction flagrante, quoi. En fait, il y a deux questions. Il y a à l'intérieur d'une ville, comment on équilibre le bâti, donc le construit, ce qui est dense, et les espaces verts, la respiration. Et c'est sûr qu'on a certaines villes qui sont trop denses et qui ont besoin de retrouver des espaces verts, aussi des îlots de fraîcheur et plus de nature en ville. Après, l'autre question, c'est comment est-ce que la ville grignote la nature? C'est-à-dire comment est-ce que la ville s'étend, et en s'étendant, alors le mot est quasiment imprononçable, mais ça s'appelle l'artificialisation. Donc vous êtes plus pour de la densité, alors? Moi, je suis pour dire, à l'intérieur des villes, il faut assumer de la densité, mais compensée par des espaces verts. Donc, on peut avoir des quartiers dans lesquels on a des immeubles, et à côté de ces quartiers, ou même au milieu de ces quartiers, des espaces verts, y compris avec des jardins partagés. Et après, je dis attention... Difficilement, ça, inconciliable quand même, non? Juste pour finir, attention aux quartiers qui s'étendent toujours plus loin en périphérie, parce que ça, c'est l'une des principales causes de perte de nature et de biodiversité. C'est vraiment pas bon pour la planète. Donc, tout dépend comment c'est fait, Emmanuel Vargon. Il y a des endroits où vous avez en fait une très bonne mixité qui est possible, justement. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça, c'est une tendance un petit peu de certains aménageurs qui disent non, si on va trop loin, on va prendre la voiture. Mais si on met en fait davantage de transport, si on préserve en fait aussi la biodiversité dans ces espaces, il n'y a pas de problème. Vous préférez que les gens s'entassent dans les villes? Non, d'abord s'entasser c'est ce que vous avez dit. S'entasser dans les villes, c'est pas la bonne formule. Ce que je dis, c'est que si vous laissez les quartiers urbaniser toujours plus à l'extérieur des villes, avec une urbanisation qui est continue, qui s'étale, vous artificialisez le sol, vous l'imperméabilisez, la nature recule, la qualité de l'eau ne fonctionne plus. En fait, vous avez beaucoup d'effets pervers sur la nature. Il vaut probablement mieux avoir des zones un petit peu plus denses, ça ne veut pas dire des tours de 50 étages, dans lesquelles vous avez à la fois une densité un peu plus forte dans les villes, ou à côté des villes, et des espaces partagés, des jardins, des espaces naturels, etc. Et tout ça, évidemment, relié par des transports en commun. Oui. Le 22 février, c'est-à-dire dans 10 jours, il y a la doyenne des centrales nucléaires qui va fermer, Fessenheim. Est-ce que la France, un jour, pourra fonctionner sans nucléaire? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est la première fois qu'on ferme une centrale nucléaire. Notre objectif, c'est de réduire la part du nucléaire dans l'électricité. On a fixé cette part à 50% en 2035,
Après 2035, on ne sait pas si on peut réduire encore ou si cette part se stabilise. Et nous avons demandé à EDF de faire des scénarios pour voir s'il est possible de baisser plus. Mais là, pour l'instant, on est à presque 3/4 de notre électricité qui vient du nucléaire. On considère que c'est trop, à la fois pour des raisons de sécurité et de nécessité de diversifier, et aussi parce que la question des déchets nucléaires n'est toujours pas vraiment réglée. Oui, bon, en attendant, on n'abandonne pas l'EPR qui coûte malgré tout très cher, quoi. On n'abandonne pas l'EPR, on souhaite que cette EPR rentre en service à Flamanville, mais il n'y a pas de décision sur des nouvelles centrales après l'EPR, et les décisions seront probablement prises plutôt en 2022-2023. Oui. Certains disent qu'en parlant cette semaine d'écologie, on parlera un petit peu moins de la réforme des retraites. Ça a été très tendu ce week-end en commission entre députés. Brigitte Bourguignon dit avoir reçu des messages d'insultes. Est-ce que vous-même, vous avez reçu ce type de message? Est-ce que vous ressentez aussi cette tension? Alors, j'ai pas reçu ce type de message et je suis évidemment très solidaire du coup de gueule de Brigitte Bourguignon, mais je me déplace pour soutenir des candidats en campagne, notamment dans mon département, dans le Val-de-Marne. Et donc, parfois, il y a des militants qui sont devant les meetings et qui cherchent à se faire entendre. Vous renoncez parfois à des visites? Vous avez renoncé dernièrement? J'ai renoncé à une visite en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et j'ai renoncé parce qu'il aurait fallu mobiliser les forces de l'ordre et envoyer les forces de l'ordre au contact. Et ça n'est pas une bonne idée, en sachant que les forces de l'ordre sont déjà tellement sollicitées. Mais évidemment, je regrette que l'intimidation fonctionne et qu'on ne puisse pas aller débattre. Mais j'ai passé du temps à Vincennes lors de mon dernier meeting à discuter avec des militants sur le trottoir devant. Sur la réforme des retraites, je pense qu'il faut qu'on continue à discuter. C'est pour ça que cette obstruction, elle est triste. C'est de l'obstruction, quoi. L'obstruction de la France Insoumise avec 20 000 amendements, ça ne permet pas de discuter du texte. Donc on ne peut pas nous dire à la fois votre réforme, elle ne va pas, il faut la changer, et faire tout ce qu'on peut pour que le débat parlementaire soit stérilisé. C'est quoi alors? Comment vous qualifiez cette attitude de la part de la France Insoumise? De l'obstruction, et je pense que ça ne sert pas la démocratie. En fait, la France Insoumise refuse de considérer que nous sommes dans une démocratie présidentielle et démocratie parlementaire, refuse le fonctionnement normal de la démocratie, et ça, je trouve que c'est irresponsable. Elle dit oui, on discute de nos amendements. La France Insoumise, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est le débat démocratique. Mais quand vous faites 20 000 amendements... que vous ne pouvez pas examiner de façon groupée parce qu'ils sont tous légèrement différents, mais que ce ne sont pas des amendements au fond, on ne discute pas d'amendements, on ne discute de rien, on consomme du temps parlementaire. Résultat, à la fin, ce sera le texte de départ qui sera retenu, probablement. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle, c'est le texte du gouvernement qui sera discuté en séance plénière, donc j'espère qu'en séance plénière, le débat pourra avoir lieu, mais le gouvernement est prêt à ce que son texte soit amendé comme tous les textes parlementaires. Donc on ne se réjouit pas du fait que la discussion parlementaire ne puisse pas avoir lieu sereinement. Oui, Emmanuelle Wargon, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, je voulais revenir justement sur ce qui s'est passé à Saint-Denis avec Alexandre Haïdara qui vous n'avez pas pu assister à ce meeting. Il veut déposer plainte pour une raison de liberté d'expression. Est-ce qu'il a raison de porter plainte ? Je ne sais pas si ça se qualifie pénalement, ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu des images de personnes qui tapaient très très violemment sur les vitres du préau dans lequel le meeting avait lieu, qui ne laissaient ni rentrer ni sortir les gens à l'intérieur de ce préau, ce qui veut dire que les citoyens de Saint-Denis, les habitants de Saint-Denis qui voulaient simplement aller écouter un candidat qui vient présenter son programme, ça n'était pas possible d'y aller, tout le monde avait eu peur. Donc c'est vrai que c'est plus que de l'obstruction, là, c'est vraiment de l'intimidation. Oui, l'intimidation. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas céder à cette intimidation. Moi, je souhaitais y aller. Encore une fois, je n'y suis pas allée parce qu'il aurait fallu mobiliser les forces de l'ordre pour qu'elles aillent au contact des manifestants. Et je trouvais que c'était une décision irresponsable que de solliciter les forces de l'ordre pour aller au contact avec des manifestants. Mais je ne vois pas pourquoi les différents partis, je ne vois pas pourquoi à Saint-Denis, on ne pourrait pas avoir un candidat de La République En Marche qui défend ses idées et pourquoi les habitants de Saint-Denis ne pourraient pas aller l'écouter. Donc ça me choque. Oui, mais Emmanuelle Wargon, vous avez vu aussi à Vitry-sur-Seine, c'est un candidat de La République En Marche qui a donné rendez-vous à un habitant en disant on se donne rendez-vous ce soir et je vais niquer ta race. J'ai vu, moi je condamne tous les propos excessifs, y compris quand ce sont des propos de nos candidats. Après, on a vu un extrait tronqué, quelques secondes de vidéo sur Internet. Je crois qu'avant, les insultes avaient fusé des deux côtés,
y compris dans l'autre sens. Et par ailleurs, un autre candidat sur la même liste a été molesté physiquement. C'est un militant qui a 70 ans et qui a été étranglé par quelqu'un qui l'a empêché de respirer pendant qu'il lui prenait ses tracts. Et ce militant-là va également déposer plainte. Moi, ce que je regrette, c'est la violence verbale et surtout physique, l'intimidation. Enfin, la démocratie, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas celui qui tape le plus fort qui gagne par rapport à son opposant. C'est celui qui a les meilleurs arguments. Donc revenons au débat d'idées, revenons aux arguments, laissons les meetings se dérouler. Dans quel pays on est s'il faut taper pour entrer dans un meeting? Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Pour votre sécurité à vous? Non, je n'ai pas peur, mais dans les cas dans lesquels j'ai été en discussion avec des personnes, y compris très énervées, je n'ai jamais eu peur physiquement, mais après, je pense que tout peut arriver et beaucoup de nos députés sont aussi interpellés, voire menacés physiquement. Merci Emmanuelle Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous. On reviendra dans quelques instants sur les premiers tests négatifs du nouveau coronavirus. Et c'était en Haute-Savoie ce week-end. Il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.